Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Ce soir, notre émission n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'on vous propose une émission sahélienne par excellence qui s'inscrit dans la continuité de notre dernière émission qui a été diffusée le 13 décembre. En l'occurrence, on parlera de la montée des particularismes dans la région du Sahel et également dans les mécanismes traditionnels de règlement des crises. Ce soir, avec moi, mes deux invités, M. Cheikh Tidiane Dia, qui est directeur de publication du Rénovateur quotidien, un journal mauritanien qu'on ne présente pas. J'accueille également M. Hamma Ag Mahmoud. Alors là, on a la chance d'avoir un haut fonctionnaire, un éminent fonctionnaire malien, puisqu'il a été conseiller à la présidence de la République, secrétaire de la Chambre de commerce et de l'industrie, un ancien préfet, donc c'est très important parce qu'il a également connu les terrains, directeur du Centre malien de commerce extérieur et également ancien ministre du Travail et de la fonction publique. CV assez impressionnant, Monsieur le ministre, bienvenue parmi nous. Merci. Depuis le janvier 2013 et l'intervention française au nord du Mali, on a assisté à une montée assez impressionnante du communautarisme, notamment au nord Mali. Ce communautarisme atteint son apogée dans ce qui s'apparente à une réelle guerre fratricide entre Dogon et Peul, dans le centre du Mali. Vous en avez certainement entendu parler. Qu'est-ce que ça vous évoque? Merci Hassan. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui autour du plateau avec Monsieur le ministre, avec qui nous allons partager quelques moments intéressants, puisque la problématique, comme vous l'avez dit, elle est sahélienne. Nous allons nous essayer un peu de faire un tour d'horizon sur justement ces foyers de tension aujourd'hui dominés par le Mali, comme vous le savez, qui est un pays voisin à la Mauritanie, et où la recrudescence de la violence inquiète un peu partout en Afrique et sur le plan international. Donc, puisque vous parlez aujourd'hui de ces particularismes, évidemment, vous savez que le Mali, c'est une mosaïque d'ethnies, c'est une mosaïque de tribus, c'est également une mosaïque de communautés qui ont, pendant des siècles, vécu ensemble, en harmonie, en symbiose, et où, au fil du temps, et à cause, justement, comme on dit, d'un conflit qui aujourd'hui a pris des dimensions très graves, ces tribus, ces ethnies, ces communautés, aujourd'hui vivent une situation de méfiance, de défiance, de suspicion, et surtout une situation aussi de conflit, parfois latent, parfois très ouvert. Et aujourd'hui, les conflits sont ouverts entre les communautés. Vous avez évoqué justement le problème des Dogons, vous avez évoqué le problème des Peuls et d'autres communautés qui sont aujourd'hui au Mali. Donc sur ce, je pense que la situation aujourd'hui, en dépit de l'intervention militaire au Mali, n'a pas réellement calmé le jeu. Au contraire, de plus en plus, nous vivons une situation où les ethnies sont prises, certaines ethnies sont prises en étau entre plusieurs feux, le feu des rebelles, le feu de l'autre partie des armées qui sont aujourd'hui déployées au Mali, et surtout des bandes incontrôlables, des bandes armées incontrôlables qui sévissent un peu partout et qui créent la zizanie au sein des communautés. Donc nous allons peut-être revenir sur cette question quand on aura parlé du mécanisme de la gestion du conflit. Les Peuls, justement, on va se focaliser un peu là-dessus. Depuis la création du Front de libération du Massina, ils sont pris entre l'étau. Soit ils acceptent la condition de Peuls terroristes au centre du Mali et dans ce cas ils se défendent, soit ils la refusent et on les ramène constamment à cette condition. Est-ce que le problème n'a pas été d'accepter, d'abriter quelques terroristes dès le départ? Est-ce qu'il ne fallait pas les rejeter d'emblée plutôt que de les abriter à travers des relations matrimoniales? Vous connaissez la question, mais comment? Moi, je pense que c'est difficile parce que vous savez que nous sommes une société vraiment très sociable. Nous sommes une société où c'est facile de s'intégrer, une société où on n'a pas l'habitude de rejeter l'autre. Donc, une société où souvent on est de bonne foi, mais où souvent on est victime justement de cette bonne foi-là. Donc, je ne pense pas que le rejet soit au départ un calcul politique. C'était fait de manière, si vous voulez, naturelle, mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il semble que ces peuples-là ont été victimes parfois de leur hospitalité et de leur savoir-vivre. Mais ils ne sont pas les seuls. Je pense que c'est inhérent justement à cette question d'insécurité qui prévaut partout, où on ne fait même plus la différence entre le bon et le méchant.
Vous voyez, donc il y a cet aspect qu'il faut prendre en considération. Je ne pense pas que les Peuls soient peut-être responsables de ce qui leur est arrivé. Non, au contraire, parfois ils sont dans une situation où ils sont obligés de se défendre. Et c'est naturel, c'est l'instinct humain. Quand on est agressé, souvent on est tenté par se défendre ou disparaître tout simplement. Donc il y a cet instinct qui les anime. Il y a aussi l'autre instinct où ils font aussi une guerre par anticipation. Parce que quand on vous attaque, vous n'allez pas toujours attendre, vous n'allez pas toujours rester blotti chez vous et attendre qu'on vous attaque. Il faut également sortir pour aller défendre son territoire, parce que sinon ce sera le chaos comme il a été le cas. Vous savez que les Peuls ont été pris de court à un certain moment donné, ils n'étaient pas organisés, alors tout d'un coup ils se sont réveillés sous des balles et avec des victimes vraiment et des drames énormes. Donc il fallait qu'ils se réorganisent. Et je pense que c'est dans le cadre de cette réorganisation-là que les gens ont pu peut-être considérer que les Peuls se sont rébellés. En fait, c'est une rébellion, mais ce n'était pas une rébellion au départ qui a été construite dès le départ. C'est une rébellion, réaction si vous voulez. Que de parallèles entre la rébellion Peul et la rébellion Touareg? D'abord, je dois vous remercier pour cette invitation aimable et remercier aussi votre direction. Moi, je pense que quand on veut parler de ces problèmes, il faut d'abord les hostilités. Il faut comprendre comment on en est venu à ça. Si on ne comprend pas les mécanismes qui nous ont amenés à ça, on ne peut pas comprendre les problèmes actuellement et on ne peut pas aussi demander aux populations de réagir. Je crois que c'est très important aujourd'hui de savoir pourquoi on se focalise sur les populations Peuls, sur les rébellions Touareg, pourquoi on en est arrivé à ça. Alors, je vais essayer de faire un petit retour en arrière pour vous dire que, d'abord, je vais nuancer ces propos parce que, vous savez, les djihadistes s'installent partout où l'État est faible. Ça, il faut que ça soit bien compris. Ils n'ont pas choisi les Peuls, ils n'ont pas choisi les Touaregs, les Arabes. Ils ont choisi des régions où l'État n'existe pas et où l'État est en faillite et où les populations se sentent complètement oubliées, marginalisées. Voilà pourquoi ils sont dans ces régions. Je vais vous expliquer aussi pourquoi ces régions sont marginalisées. Parce que depuis la conquête coloniale, les populations qui ont résisté, ce sont celles-là le plus. Et elles sont résistées, même après la défaite, elles ont développé un système de résistance contre la colonisation, propre à elles-mêmes. Elles ont refusé l'école, le recrutement militaire, elles ont inventé leur économie, c'est-à-dire l'élevage, c'est à la fois la monnaie et la banque, voyez, par le système de troc. De troc et la thésaurisation. Aujourd'hui, un Peul, un Touareg, préfère acheter une génisse qui va se reproduire dans un an, qui va se multiplier, plutôt que de mettre à la banque de l'argent qui va rapporter des intérêts. D'abord, pour d'autres raisons, ils ne le feront pas, parce que c'est des musulmans. Voyez-vous? Et donc, ils ont développé un système de défense contre l'État. À l'indépendance, on leur a dit, voilà, nous allons prendre l'indépendance pour revenir aux sources. Qu'est-ce qu'on a fait? L'administration n'a pas changé, la politique, c'est le système colonial qu'on a repris. Regardez même la constitution des États, c'est la constitution française. Les législations, c'est les législations françaises. L'organisation administrative, politique, judiciaire, c'est l'administration coloniale, la même chose. Rien n'a changé. Donc elles sont restées sur les qui-vive. Et ces populations ont été marginalisées. En plus, elles ont été les parents pauvres de la modernisation. Regardez, il n'y a pas de programme pour l'élevage. Le paradoxe, c'est que, regardez, tous ces pays sahéliens ont des millions de bêtes. Ces millions de bêtes ne profitent absolument pas à grand-chose à l'économie nationale. Quand bien même, elles occupent le deuxième ou le troisième rang dans la balance commerciale. Mais il n'y a pas de politique d'élevage, de modernisation de l'élevage, qui est leur subsistance. Et donc ça, c'est la faillite de l'État central. C'est l'État. C'est l'État qui a failli. Voyez. Donc, et en plus, vous savez, il y a eu des manipulations des États. Ces guerres tribales, communautaires,
la plupart du temps, c'est des mauvais politiciens qui sont à la base, qui les ont incités. Parce qu'il manque de programmes politiques, ils sont défaillants, etc. Voyez, ils s'agrippent à des problèmes ethniques, à des problèmes de clochers, etc. Voyez-vous. Alors, donc, il faut comprendre ça. Et aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui sont enrôlés par ces mouvements, mais vous y trouvez tout le monde, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Ce n'est pas les pelles. Quand vous allez au Massina, vous avez des Gourmandchés, vous avez des Kanouris, vous avez des Nigériens, vous avez des Sonrai, vous avez des Bambara. Qui font tous partie du Front de libération du Massina. Tous. Les gens qui les ont vus, ils ont vu que c'est un patchwork. Ils viennent de partout. Qui sont-ils? Ce sont tous ceux qui sont laissés pour compte. Des ruraux qui, normalement, trouvent du travail saisonnier dans les villes, ne vont plus aux villes. Ils vont dans ces mouvements parce qu'ils gagnent de 100 à 600 000 par mois. Ils ont une mobilette. 600 000 CFA par mois. Une mobilette dont ils n'assurent pas le fonctionnement. Ils ont la nourriture quotidienne. Alors, au lieu de traverser le désert et de mourir dans l'océan, ils s'engagent à côté. C'est quand même effarant de constater que ces jeunes-là, ils ont le choix qu'entre les mouvements djihadistes ou aller mourir à la Méditerranée. Alors vous voyez, donc au lieu d'aller mourir dans le désert, ils s'engagent à côté. Oui, donc il faut comprendre. Et là, maintenant, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les ruraux, désœuvrés, analphabètes. Mais maintenant, vous avez des gens qui ont des diplômes, qui sont des chômeurs dans les villes. Maintenant, on recrute parmi ces gens-là. Ils vont parce qu'il y a 600 000 francs, ça fait rêver un haut fonctionnaire au Mali. Tout à fait. Quel est le haut fonctionnaire qui gagne 600 000 francs par mois? Tout à fait. Oui, donc tout à fait, oui. il faut comprendre ça. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, effectivement, il y a une sorte d'exacerbation, justement, de frustration. Mais je pense que le problème est aussi politique. Bon, parce que le chaos aujourd'hui qui sévit, on n'est plus dans le régime colonial. C'est vrai que la colonisation nous a légué son administration, les modèles, les systèmes administratifs. Les coloniaux ont exploité nos ressources, ont pillé nos biens, ont laissé derrière nous une situation de détresse. Il est évident que cela va justement aggraver la situation. Mais aujourd'hui, le problème des communautés au Mali, c'est lié plus à une question politique, à une gestion catastrophique justement de l'administration, comme vous l'avez dit, à un manque de considération pour les autres communautés, à une volonté de faire dominer les autres par rapport à une volonté de circonscrire le Mali, justement à une communauté qui va dominer les autres au détriment de certaines minorités. Laquelle? Et il va de soi. Évidemment, il a cité toutes les minorités que nous avons tout de suite évoquées ici. Mais la dominante, la dominante aujourd'hui, c'est les Bambara. Avec vraiment tout le respect que j'ai. Je peux vous préciser. Alors, oui. En fait, vous voyez, la plupart des gens aujourd'hui qui prennent les armes dans ces rébellions, c'est des gens qui réagissent par rapport aux exactions des armées. Justement. Des armées nationales. Évidemment. Oui, donc c'est toujours l'État. Mais j'aimerais quand même que vous réagissiez sur la remarque que M. Dia vient de dire, et je vais revenir vers vous. Oui, et je voudrais aussi un peu, au bout de votre raisonnement. Peut-être que je vais préciser davantage. Je vais peut-être préciser davantage. Je dis aujourd'hui que c'est un problème politique, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme l'Afrique en général. Il y a toujours, là où il y a une communauté qui domine, voyez, il y a une velléité justement de révolte de la part des autres communautés. Vous savez qu'en réaction, pourquoi les Touaregs dès le départ, dès le début des indépendances, ils ont eu des velléités indépendantistes? C'est ce qui a causé en 1990 le retour de beaucoup de rebelles qui étaient enrôlés par la Libye, qui étaient même la garde rapprochée de Muammar Kadhafi, qui sont revenus pour exprimer leur frustration et qui ont créé une rébellion. Et c'était ça à l'origine de la première attaque de Kidal, comme vous le savez. Et c'est de là que tout est parti. La violence, la spirale de la violence est partie justement des arsenaux libyens. Et donc c'est cette situation de chaos créée par l'arsenal nucléaire libyen qui a profité aux autres mouvements qui étaient là un peu disparates donc dans le Mali, qui ont profité de cette situation pour s'imposer, pour justement faire, si vous voulez, entendre leur voix par les armes. Et c'est ça la première attaque de Kidal, vous le savez. Et après, il y a eu les accords d'Alger, et après, il y a eu le régime de Amadou Toumani Touré, qui a créé davantage le chaos avec ses narcotrafiquants, avec ces trafics des armes, avec ces trafics de cigarettes, avec l'arrivée justement des bandes islamiques qui se sont installées un peu partout au nord du Mali et qui imposaient leurs lois. Alors, deux thèmes.
parce que ce qu'il vient de dire, c'est un peu dense, donc on va essayer de mettre les choses à plat. D'abord, est-ce que les causes de la rébellion touareg dans le nord du Mali, c'est parce que les Bambara ont voulu s'accaparer le pouvoir? Et ensuite, est-ce que c'est la faute d'ATT, est-ce que c'est la faute d'Amadou Toumani Touré qui a exacerbé la question touareg et qui a provoqué l'étincelle qui a commencé par l'attaque de Kidal, comme M. Dia vient de le préciser? Oui, bon, c'est oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il y a dans l'histoire du Mali des choses auxquelles on ne fait pas souvent référence. À l'indépendance, lorsque la France s'est retirée, elle a mis en place un système pour réprimer les Touaregs, les Arabes. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Parce que Gao, en 57-6, 57-8-9, les députés de Gao, les conseillers territoriaux, l'équivalent de députés, étaient un arabe. Comment il a quitté le... Bien, c'est l'intelligentsia Sonrai de Gao qui est parti voir le gouverneur du Soudan. Il y a évidemment des manipulations derrière, oui, pour dire que le député, il s'appelle Habib Ouafi, cotisait pour les FLN. Donc le gouverneur... Les FLN algériens. Algérie. Le gouverneur du Soudan à l'époque, c'était un gouverneur français, l'a convoqué, il lui a donné le choix. Soit il démissionne de l'Assemblée et il quitte Gao, ou il va en prison. Et donc il a démissionné. Il a quitté Gao, il est parti s'installer à Niamey. Même chose pour les députés arabes de Bourem à l'époque. C'était Oubacar Mokhtar. On l'a fait démissionner. Mais c'était une politique française qui consistait à couper les relations entre le Maghreb, qui était en ébullition à l'époque, et l'Afrique noire, qui était un pays dont les intellectuels étaient conciliants, etc. Ils voulaient bien la cohabitation avec la France, donc il fallait couper les cordons. Donc au départ, on a même organisé la rébellion des Iforas. Pourquoi? Les Iforas, c'était un problème de succession de chefferies. Et ce problème a été adroitement transformé en rébellion pour réprimer les populations. Donc c'est pour créer une cassure entre le nord et le sud, entre les blancs et les noirs. Oui, donc c'était quelque chose d'imaginé pour une géopolitique future. Voyez-vous? Et donc c'est ça à l'origine en réalité. Et le gouvernement du Mali à l'époque, qui était très jeune et qui n'avait pas une expérience politique, a réprimé en choisissant la violence, la répression comme solution. Mais ça n'a fait qu'aggraver la question. Ils ont répété, les gouvernements maliens ont répété les mêmes erreurs dans les années 90. Ils ont sévi sur des populations civiles qui n'avaient rien à voir avec la rébellion et ça a aggravé la rébellion. Voyez-vous? En plus. Donc c'est oui et non. Non, pourquoi? Parce que quand vous regardez l'histoire, d'abord je complète en disant que pour moi c'est une question de gestion de l'État. C'est l'élite au pouvoir qui est responsable. Ce n'est pas les ethnies Bambara, ce n'est pas les ethnies noires contre les ethnies blanches. Mais c'est un conglomérat d'intellectuels qui ont voulu gérer à leur façon un pays et très maladroitement. Et ça a produit tout ça, les conséquences. Voyez. Maintenant, regardez l'histoire du Mali. Les Touaregs et les Arabes ont vécu dans l'empire du Ghana. Ils ne se sont jamais révoltés. Les Almoravides ont pris le relais de l'empire du Ghana quand l'empire du Ghana a décliné. Ils ne se sont pas révoltés contre le Ghana. Les Touaregs ont vécu dans l'empire du Ghana, du Mali, du Songhai, sous l'autorité de Sonrai, des Malinké, des Sarakolé. Ils ne se sont jamais révoltés. Pourquoi? Parce que la forme de gestion des États à l'époque convenait parfaitement aux populations. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune domination. Parce que les gens géraient leur terroir, géraient leurs affaires, l'intérêt général. Mais il n'y a pas une superposition d'administration sur une autre, qui reflète une domination d'une ethnie par rapport à l'autre. Donc je reviens toujours à l'État, c'est la responsabilité des États qui n'ont pas su gérer conformément à leurs traditions, à leurs coutumes, les nouveaux États. Ils ont simplement superposé des institutions françaises qui ne collent pas avec les réalités, je le regrette. Et c'est ça l'origine de tous les problèmes. Ils ont voulu transposer un modèle sur une situation qui n'était pas favorable. Pour revenir un peu à cette question, je pense qu'à chaque époque, vraiment ces problèmes, ces réalités.
Nous avons vécu à l'époque, en Afrique, une ère idyllique, où les populations vivaient en harmonie, où tout allait bien entre les populations. Ce n'est pas seulement valable pour les Touaregs, entre les Touaregs et les Soraï ou les Bambara, non. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, surtout, c'est que l'Afrique traditionnelle était assujettie à certaines valeurs de respect de l'autre, à des valeurs vraiment d'harmonie, à des valeurs où chacun trouvait sa place, où l'Afrique était une sorte de havre de la paix. À l'époque, c'était ça. Mais quand on parle aujourd'hui de ces conflits-là, on est dans un état moderne où les choses ont changé, où le paradigme a changé, le paradigme social a changé, le paradigme politique a changé, le paradigme économique a changé. Donc, en ce moment-là, l'État n'a pas pu justement jouer son rôle, voyez, en tant que modérateur, en tant que régulateur des conflits. Parce que l'État a un rôle à jouer. Il a un rôle régalien à jouer. Donc s'il ne joue pas son rôle, il le joue mal, ou bien il devient lui-même l'origine des problèmes, le cancer, voyez, politique. Il va de soi que ça va créer un éclatement au niveau du tissu social. Et c'est cet éclatement aujourd'hui que nous vivons. Si je dis que je parle des Bambara, loin de moi l'idée d'accuser. Non, je n'accuse pas. Mais c'est dommage. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est l'ethnie aujourd'hui qui domine au Mali. Et c'est l'ethnie qui est au pouvoir. C'est l'ethnie qui monopolise aujourd'hui l'économie, le plus souvent. C'est comme ça. C'est l'ethnie aujourd'hui qui se relaie autour du pouvoir. Voyez. Donc, aujourd'hui, on a vécu une situation où, quand Modibo est parti, c'est Moussa Traoré qui est venu. Quand Moussa Traoré est parti, c'est ATT qui est venu. ATT qui, si vous voulez, une fusion sociale peut-être. Quand il est parti, aujourd'hui nous avons affaire à qui? Nous avons affaire à un autre homme proche justement de ces anciens gardiens du temple, voyez, et qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps au Mali. Et c'est cette situation aujourd'hui de détérioration des rapports sociaux qui a été créée par l'État, qui devait être un État fédérateur, qui a généré aujourd'hui ces conflits-là. Le débat continue juste après. Nous allons écouter une interview du docteur Gabriel Kessel. Elle travaille à la commission du bassin du lac Tchad. Alors, la commission du bassin du lac Tchad, comme vous le connaissez très bien, est un peu l'équivalent de l'OMVS. Il y a le Tchad, la République centrafricaine, la Libye, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Et nous allons écouter une interview réalisée par M. Björn Andersen et mise à notre disposition par l'Université de Tromsø, qu'il en soit ici remercié. Le débat du Sahel continue juste après ça. The Chad Basin today, it's very big. It's nearly 2,400,000 square kilometers, and it's belonging up to Algeria. You see here in the north, Libya, Sudan, Central African Republic, Cameroon, Nigeria, and Niger. During all the thousand and million of years, you always have some changes in the water level. And if you see here, for example, we have very dry seasons, 1450, 1550, 1750, 1850, 1950. The lake was completely gone. And that means we have an oscillating system in the whole area, which is not completely understood. Concerning climate change, if you're comparing the temperature from 1950 to about 2006 or 10, I think it's 10, there is a medium augmentation about 1 to 1.5 degree. Then you have the huge population growth. It's really a problem. In a nutshell, you can say the region is under stress, you know, but it's due to the changement of the climate whatsoever, but also due to the influences of the human beings in all of this part. Le débat du Sahel continue. Donc, on était en train de parler de la complexité de gérer un pays en forme de mosaïque comme le Mali. Je vais donner l'occasion au ministre de réagir sur ce que M. Dia vient de dire. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour tous les éclairages. Je voudrais dire que
J'ai travaillé beaucoup dans les zones rurales au Mali. J'étais préfet pendant 10 ans. J'ai travaillé dans toutes les régions du Mali. Et je peux vous dire que les dysfonctionnements qui frappent les populations du Nord ne bénéficient pas aux paysans du Sud et des autres communautés. En fait, tout est circonscrit à Bamako. Les fonds qui sont destinés aux populations du Nord sont détournés à Bamako. Et il n'y a pas que des élites noires qui les détournent. Il y a aussi des élites touaregs, arabes, peuls, qui participent à cette gabegie. Et je peux vous dire que les populations si les populations du Nord ont des préjugés à l'endroit des élites noires, c'est parce que c'est elles qu'on utilise pour la répression. Parce qu'on envoie des cadres noirs qui ne comprennent pas les langues du pays, qui ne comprennent pas les usages, qui commettent beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que souvent on pense que c'est un problème ethnique, un problème des communautés. Ce n'est pas ça. Les populations d'ici ne bénéficient pas du tout des distorsions, des répartitions des ressources publiques en faveur du Nord. Pas du tout. Je peux vous dire qu'elles sont au même niveau. Elles sont rackettées, les fonds sont détournés en ce qui les concerne, elles vivent dans leur milieu recluse, voyez-vous, et donc je peux vous dire qu'il n'y a absolument pas un problème des Noirs et des Blancs. On en a l'impression simplement parce que ceux qui viennent réprimer, c'est des Noirs. Ceux qui viennent mal administrer, détourner les biens, souvent, ce sont des élites noires qu'on envoie vers le Nord, voyez-vous. Et donc, moi, je suis convaincu qu'on revient toujours à l'État. Mais ce que M. Dia a dit prend son sens quand il a énuméré tous les présidents qui ont présidé aux destinées de ces pays qui viennent peu ou prou de la même ethnie. Oui, mais attention. Moi, je vais vous dire qu'il y a des responsables, des hauts responsables touaregs arabes à Bamako qui participent aux différents gouvernements, qui participent aux différentes administrations et qui trouvent tout à fait ce qui se passe normal. Donc, ils participent à la gabégie. Parce qu'ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent leur compte. Oui. Pour moi, le problème, c'est un problème des classes sociales. C'est une catégorie de hauts fonctionnaires de l'État, des hommes politiques qui ont les mêmes intérêts et qui administrent mal les pays, qui gouvernent mal les pays. C'est ça la véritable raison. C'est un schéma, comme vous l'avez dit, ça c'est un schéma récurrent en Afrique. On sait qu'en Afrique, généralement, l'élite qui est au pouvoir, elle refuse de quitter le pouvoir. Et une fois qu'elle s'installe, elle va s'entourer justement d'un certain nombre de fonctionnaires, d'un certain nombre de collaborateurs issus de toutes les ethnies. Mais cela n'empêche que justement ce sera le pouvoir dominant au service d'une communauté dominante. Vous êtes en train de faire allusion à une situation qu'on connaît même ici en Mauritanie, que nous connaissons en Mauritanie, que nous connaissons au Mali, que nous avons connu au Sénégal, que nous avons connu un peu partout en Afrique, en Guinée, etc. etc. Bien que la Guinée, c'est une communauté dominante qui a été mise en minorité, justement. Alors, pour revenir à ce que M. le ministre vient de dire, moi je pense qu'il faudrait qu'on essaie un peu de remettre à jour justement cette situation que vit le Mali. Pas seulement le nord du Mali, même le sud, vous l'avez dit, est dépouillé parce que c'est l'administration, parce que ce sont les pilleurs qui sont au pouvoir et qui détournent l'argent du peuple. Ça, c'est classique en Afrique. Donc, ce que je veux dire, aujourd'hui, les conflits auxquels nous faisons face, les conflits que nous appelons intercommunautaires, puissent aujourd'hui leur servir dans cette crise que vit aujourd'hui le Mali dans sa globalité. Et cette situation de crise qui fait qu'il y a un peu partout une sorte de repli sur soi, un repli communautaire, chacun se replie sur soi et se méfie de l'autre. Alors qu'à l'époque, le conflit entre le Peul, le Maure, le Touareg, c'était un conflit lié à l'eau. Justement un point d'eau. C'était un conflit lié au champ. C'était un conflit lié à la terre. Ce n'était pas aussi méchant que ça. Et il y avait des mécanismes de régulation, de résolution de conflits traditionnels. Mais ces mécanismes traditionnels de règlement des crises ne fonctionnent plus. Justement, ils ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a justement l'arme politique qui est là. C'est le pouvoir, aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui impose en tout cas sa force. Sans prendre en compte les spécificités. Sans prendre en compte les spécificités, les réalités des uns et des autres.
comme les Touaregs. Je vous ai dit que déjà en 1990, il y a une rébellion Touareg qui s'est créée parce qu'elle est née justement de cette situation de frustration des jeunes qui ne se sentaient plus vraiment, qui ne se retrouvaient plus dans leur pays, qui ne pouvaient plus travailler, qui ne pouvaient plus apprendre, qui ne pouvaient plus gagner leur vie. Et ce sont ces jeunes qui ont justement conduit cette rébellion. Et après la guerre en Libye, il y a eu justement d'autres situations qui se sont greffées. Il y a eu donc le AQMI, il y a eu d'autres mouvements donc terroristes qui se sont greffés. Il y a eu des narcotrafiquants. Et bref, la situation a explosé. Et avec la répression aussi de l'armée malienne contre les populations civiles, que ce soit Peul ou autre, peu importe, cela a créé aussi une situation vraiment de détérioration de rapports sociaux entre les communautés. Si bien que chaque communauté pense que l'autre est son ennemi. Et ça crée justement ces situations. Donc d'où l'impossibilité aujourd'hui, je ne dirais pas l'impossibilité, la difficulté aujourd'hui que les mécanismes de régulation, les mécanismes de règlement des conflits puissent marcher. Chaque communauté pense que l'autre est son ennemi. Et donc blocage des mécanismes traditionnels de règlement de crise. Oui, mais il faut d'abord, si on veut résoudre un problème, il faut d'abord chercher à résoudre les causes. C'est d'abord les causes auxquelles il faut s'attaquer, avant les conséquences. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est les conséquences d'une politique qui a été menée durant des années. Alors si on veut changer tout ça, il faut s'attaquer d'abord aux causes du problème. Les causes du problème, c'est la mauvaise gouvernance des États en Afrique, l'utilisation des communautés les unes contre les autres. Vous voyez, la déperdition des ressources publiques, les discriminations ethniques, etc., qui sont les faits des cadres, des hauts responsables de l'État, des politiques nationales. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, d'abord, si on veut résoudre les problèmes. Les mécanismes de résolution des conflits existent toujours, malgré tout ce qu'on dit. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, dans tous ces pays africains, il n'y a même pas 1 millième des affaires, des contentieux des sociétés rurales qui arrivent devant un juge. Tout est réglé devant des juridictions coutumières. Il n'arrive au juge que des cas très spécifiques. Imaginez que si tous les conflits qui éclatent dans ces communautés rurales étaient menés devant un juge, les juges ne s'en sortiraient jamais. Aucun juge ne pourrait jamais régler l'ensemble de tous ces problèmes. Mais pas les conflits politiques. Ouais. Les tribunaux communautaires aujourd'hui statuent sur des conflits, voyez, entre les ethnies, entre les communautés, qui n'ont rien à voir avec la politique. Des conflits mineurs. Des conflits mineurs liés à comme j'ai dit, la terre, aux sources d'eau, à l'élevage, etc. Mais ces problèmes-là, avec le reportage qu'on vient de voir, notamment sur le problème environnemental, prennent tout leur sens et ils exacerbent les conflits ethniques, justement. Ces problèmes de bétail, ces problèmes liés à la terre. Et donc, ils deviennent quelque part des problèmes politiques. Oui, mais aujourd'hui, quand on revient, vous voulez parler? Allez-y. J'ai dit les problèmes des communautés sont instrumentalisés par les États et des politiciens, d'abord. Avant la sensation d'être délaissées, etc. Parce que les populations, chaque fois, elles se sentent toujours délaissées. Mais elles règlent leurs problèmes. Elles se prennent en charge. Voyez-vous, elles imaginent des mécanismes de survie. Ils réinventent Mais tant que l'État ne fait pas irruption dans leur système, elles ont une extraordinaire résilience, voyez-vous. Mais c'est quand l'État intervient dans leur système qu'il y a ces bouleversements. Et vous voyez, une des interventions malheureuses de l'État, c'est de décréter que la terre n'appartient plus aux populations. Elle appartient à l'État. Quand vous dites partout que la population n'a aucune propriété du territoire, comment voulez-vous lui demander de faire la police, la sécurité du territoire? Elle ne se sent plus concernée par ça. De toute façon, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Bon, même si elle en faisait son rôle parce que dans son imagination, c'est son territoire. Depuis des millénaires d'années, elle est là, elle a coexisté, elle a protégé, elle a développé ses terroirs, elle a vécu là-dessus. Et un beau jour, on vient, on lui dit, vous n'avez pas la propriété. Et un jour à l'autre, on vous enlève la propriété. Justement, effectivement, ça c'est des systèmes de réforme qu'on retrouve partout en Afrique, comme la Mauritanie. Aujourd'hui, la terre, en Mauritanie, la dernière réforme agraire, la terre n'appartient justement plus qu'à l'État. Elle n'appartient pas
aux propriétaires traditionnels. Donc le système de tenure traditionnel a disparu pratiquement en Mauritanie. Et donc est-ce que ça touche l'identité grégaire? Est-ce que ça touche le fondement même de l'identité grégaire en Mauritanie? Le fait que l'État se... Bon, évidemment, ça affaiblit les chefferies traditionnelles. Regardez aujourd'hui au sud, ce qui s'est passé au sud du pays. Aujourd'hui, nous avons des promoteurs, des soi-disant promoteurs économiques qui viennent, qui exproprient des terres appartenant à des autochtones qui sont là depuis des millénaires. Vous prenez l'exemple d'Abogué, vous prenez l'exemple à Kédi, vous prenez l'exemple à Rosso. Ce sont des territoires sans indemnisation. Ça appartenait justement à des familles, ça appartenait à des communautés traditionnelles qui sont là, qui sont connues propriétaires fonciers. Donc l'État les a expropriés. Ça, c'est le résultat justement de cette politique de réforme qui est tout à fait démoniaque. C'est de l'aménagement du une réforme vraiment, une réforme qui a créé une situation de conflit aujourd'hui entre les communautés elles-mêmes. On prend une communauté qui n'est pas du tout propriétarienne et on veut lui donner ce qui appartenait aux autres. Et c'est cette situation justement qui a créé aujourd'hui au sud une sorte d'occupation de la vallée. Voyez, par des nouveaux venus qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient rien du tout et qui veulent aujourd'hui venir s'accaparer des terres d'autrui. Et sous la complicité justement des administrateurs locaux, si on revient à l'exemple aujourd'hui du Mali. Mais le problème aujourd'hui, si on revient un peu au Mali, aujourd'hui c'est l'État malien qui a créé des milices, qui a armé des bandes, voyez, qui vont aller attaquer aujourd'hui les Peuls, demain les Touaregs, après-demain les Touaregs. C'est cette situation justement de dissémination, voyez, de la violence qui a été créée par l'État, qui fait qu'aujourd'hui le Mali est dans une situation dangereuse, une instabilité quasiment insoluble. Cette question des milices, Monsieur le ministre, revient assez régulièrement autour de cette table. Vous avez un commentaire là-dessus? Oui, mais les milices, c'est une des créations des États. Parce que au Mali, par exemple, quand on avait sévi contre les populations touareg et arabes pendant les rébellions, l'armée, ceci a soulevé beaucoup d'objections dans l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a créé des milices tribales, des milices ethniques. On les a armées, l'État les a armées, leur a donné les moyens pour parachever le travail des armées. Vous voyez les conséquences graves que ça fait dans cette situation. Ça aggrave la marginalisation de ces populations et l'impression de guerres que l'État mène contre certaines ethnies. Et donc c'est extrêmement grave. On va parler un peu de la dimension sécuritaire. Bon, le G5 Sahel, je n'ai rien à vous apprendre, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. La commission du lac Tchad a créé avec le Bénin une force multinationale mixte pour contrer Boko Haram. Il y a le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. La force est de seulement 700 soldats. C'est très pauvre par rapport au G5 Sahel. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette multiplication des petits regroupements régionaux? Ne gagneront pas en efficience si on regroupait tout cela en une force, pourquoi pas sous l'égide de l'Union africaine? Oui, moi je pense que c'est le résultat du tâtonnement politique dans nos États. C'est le résultat de plusieurs années d'échecs, de plusieurs années de non-rationalisation justement de nos ressources. Aujourd'hui, si le Tchad essaie de créer justement cette force avec, si on veut créer autour du Tchad, au-delà de Tchad, autour du lac, justement cette force de 700 hommes, qu'est-ce que c'est par rapport justement à 20 rebelles bien armés? C'est rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes au Mali. Nous avons aujourd'hui une intervention colossale qui n'arrive pas à reprendre le dessus sur des rebelles qui sont un peu partout disséminés au Mali. Donc je pense que ça c'est une sorte de gâchis. C'est une sorte tout simplement de gâchis d'énergie et une perte de temps. L'Afrique doit justement se regrouper. L'Afrique doit avoir d'autres approches pour résoudre ces conflits que de créer à chaque fois une armée ou des armées qui vont aller à l'affût justement des rebelles qui gagnent du terrain. Et des rebelles bien armés, bien entraînés et qui sont recrutés justement à l'appel. Donc je pense qu'on parlait du G5 Sahel, l'expérience du G5 Sahel nous a montré qu'aujourd'hui
même si on est en train de mobiliser les ressources lors de la dernière conférence, voyez, donc, oui, le programme d'intervention prioritaire, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et le problème, ce n'est pas seulement un problème de ressources, ce n'est pas seulement un problème de moyens, c'est un problème aussi de compréhension entre les États. Et à mon avis, c'est vraiment la première chose qu'il faudrait régler. Un commentaire là-dessus, c'est la dissémination des forces sous-régionales plutôt que le regroupement en une seule force majeure. Je pense d'abord qu'il y a les concepts d'abord. Le concept de sécurité revient, c'est la responsabilité de chaque État. Je suis sidéré par le fait que dans tous ces cas-là, il n'y a qu'un pays qui a résolu les problèmes de sécurité, c'est la Mauritanie, mais personne ne s'en inspire. Personne ne prend les modèles de la Mauritanie. On se dépêche de faire un G5 qui est un ramassis des États qui ont failli pratiquement, qui sont incapables d'assurer leur propre sécurité. Comment voulez-vous, dans ces cas-là, organiser la sécurité de la sous-région quand vous-même, dans votre propre pays, vous ne faites pas le feu, vous ne faites pas le... Raison de plus pour s'unir. Pardon? Raison de plus pour s'unir. Ils ont failli chacun de son côté. Non, 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 ce n'est pas comme ça. En réalité, la première condition pour faire ça, regardez l'Europe, l'image de l'Europe. L'OTAN, c'est quoi? C'est l'union des forces de tous les pays occidentaux. Mais avant l'OTAN, chaque pays assure sa sécurité. Chaque pays, l'OTAN n'a pas pour vocation de faire face à des menaces intérieures. C'est les menaces extérieures. C'est la menace globale. Cette force doit faire face aux menaces extérieures. Mais la sécurité intérieure des États, c'est l'affaire des États. Et tout État qui n'arrive pas à assurer sa propre sécurité, il faut le dire publiquement, c'est un État failli. Il faut trouver la solution au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau d'un G7, voyez-vous, qui ne pourrait jamais assurer la sécurité des 5 États. Oui, on arrive à la fin de l'émission, je voulais juste vous le signaler, je vais vous donner l'occasion à chacun de conclure. Oui. Bon, je pense qu'il faudrait, contextualiser les choses. Aujourd'hui, les États font face à des menaces tous azimuts. C'est impossible aujourd'hui, quasiment, pour un État comme le Mali, de pouvoir organiser sa propre sécurité. La Mauritanie, c'est un cas particulier. Ça va faire l'objet dans notre débat. On parle beaucoup du cas de la Mauritanie, mais il y a beaucoup de non-dits justement dans ce semblant de stabilité, de paix que nous vivons aujourd'hui. De toutes les façons, le Mali c'est autre chose, le Tchad c'est autre chose. C'est les conséquences tout simplement de l'éclatement aujourd'hui de la Libye qui a créé cette situation-là. Donc difficile pour un État de faire face à cela de manière efficiente. Rendez-vous est pris, M. Dia, pour en reparler ici même, Inch'Allah. Monsieur le ministre, si vous avez un dernier mot. Oui, moi je pense qu'il faut dire que la sécurité, c'est un problème extrêmement récurrent dans la sous-région actuelle. Mais c'est la conséquence de la mauvaise gestion des États. Si on veut créer les conditions d'une sécurité dans chacun des pays, il faut régler les problèmes politiques de ces pays. Et je suis convaincu que si les États ont la collaboration des populations, elles ont la solution à 99% du problème du terrorisme dans les pays. Mais malheureusement, les populations sont déjà totalement marginalisées, elles ne collaborent pas au problème. Il y a aussi les populations interdisent toute collaboration au terrorisme sur leur territoire, le problème est déjà réglé. Le reste, l'État peut s'en charger. Malheureusement, les populations ont tourné les dos aux États. Malheureusement, à chaque fin d'émission, je ressens la même frustration, mais le temps nous prend de court. On aurait pu continuer ici des heures et des heures, mais je vous le confirme, rendez-vous est pris pour faire la transposition sur le cas mauritanien. Au terme de cette émission, je remercie beaucoup M. Chertidiane Dia. Vous êtes le directeur de publication du Rénovateur quotidien. Comme je dis en début de l'émission, c'est un journal mauritanien que l'on ne présente plus. M. Hamma Ag Mahmoud, je remercie beaucoup l'ancien ministre du Mali. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre du Travail et de la fonction publique, ancien secrétaire général de la Chambre du commerce et également ancien préfet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous regarder à cette heure tardive de la nuit. Le débat d'Israël est une émission réalisée par Mohamed Lemine Tajdine. Continuez à débattre là-dessus sur notre page Facebook www.facebook.com/le débat d'Israël. Passez une excellente soirée. À la semaine prochaine. Merci.